Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission à Jakarta, en Indonésie, avec le pape François. Nous sommes en septembre 2024 et le chef des catholiques a choisi le plus grand pays musulman au monde comme première étape de sa tournée en Asie du Sud-Est. Pourquoi? Eh bien parce que l'Indonésie est un carrefour interreligieux. Son histoire l'a amené à accueillir des hindouistes, puis des bouddhistes, puis des musulmans, sans oublier des chrétiens avec la colonisation portugaise, puis néerlandaise. Le dialogue interreligieux, c'est l'un des grands messages du pape François, lequel nous a donné l'idée d'aller revisiter l'histoire de ces papes diplomates dont il ne faut jamais oublier qu'ils sont aussi des chefs d'État. Un État certes minuscule, le Vatican, mais puissant diplomatiquement, vous allez voir. Sortons nos cartes. Au cœur de la péninsule italienne, enclavé dans la ville de Rome, le Vatican est le plus petit État indépendant au monde, seulement 44 hectares et moins de 1000 habitants. La cité du Vatican est construite autour de la basilique Saint-Pierre. Elle a été bâtie sur la tombe de Pierre, l'un des 12 apôtres du Christ, mort en martyr en 67. C'est à la Renaissance, en 1505, sous l'impulsion du pape Jules II, que la basilique prend sa forme actuelle. Longue de 187 mètres et d'une largeur de 150 mètres, ce géant de marbre est tout simplement la plus grande église du monde. Autour de la basilique s'est construit au fil du temps le palais apostolique, où se trouvent les appartements du pape et la fameuse chapelle Sixtine, les musées du Vatican ou encore la bibliothèque. Les jardins occupent presque la moitié du territoire. Ce minuscule confetti géographique dispose d'une gare, d'une poste, d'une radio qui émet en 33 langues et d'un journal quotidien. Le Vatican dispose également de sa propre armée. La garde suisse, reconnaissable à son uniforme multicolore, dont le rôle est d'assurer la sécurité du pape. L'État du Vatican exerce également sa souveraineté sur plusieurs édifices dans la capitale italienne, ainsi que sur le palais de Castel Gandolfo, la résidence d'été du pape, située à 25 km au sud de Rome. Le Vatican est une monarchie absolue élective de droit divin. Le pape est élu à vie, lors du conclave, par les cardinaux électeurs de moins de 80 ans, à la majorité des 2/3. Le 13 mars 2013, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio a succédé à Benoît XVI. Celui qu'on ne nomme plus que le pape François est ainsi devenu le 266e souverain pontife, le premier pape non européen et le premier pape jésuite. Leader religieux des catholiques du monde entier, le pape s'appuie donc également sur une autorité étatique. Un pouvoir à la fois spirituel et temporel qui est le fruit d'une longue histoire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'origine du Vatican remonte au 8e siècle. À cette époque, Rome est menacée par les Lombards et Étienne II, alors évêque de la ville, réussit à obtenir la protection de Pépin le Bref, roi des Francs. Au fil des siècles, les États pontificaux vont se développer jusqu'à gagner une partie de l'Italie centrale. Mais au 19e siècle, sous l'influence du mouvement unitaire italien, le pape perd peu à peu cette assise territoriale. Et en 1870, le pape Pie IX, ne reconnaissant pas l'annexion de Rome par les troupes italiennes, se réfugie dans le palais du Vatican. Ce différend ne sera réglé que bien plus tard, en 1929, avec la signature des accords du Latran entre le pape Pie XI et Mussolini, qui donne officiellement naissance à l'État du Vatican. C'est depuis le Vatican, dont le Saint-Siège est le gouvernement, que s'exerce le pouvoir de l'Église catholique. Alors voyons maintenant ce que pèse cette religion dans le monde des années 2020. On compte plus d'1,3 milliard de fidèles concentrés en majorité en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. C'est la seconde plus grande communauté religieuse après l'islam et devant l'hindouisme. Le monde catholique vit une mutation importante. Il est en train de basculer du nord vers le sud avec une croissance spectaculaire de la population catholique en Afrique, en Amérique latine et en Asie. En revanche, les catholiques ont presque disparu de leur berceau historique, à savoir le Proche-Orient. On y reviendra. Quant à l'Europe, elle se déchristianise à grands pas. Comme tous les pays occidentaux, elle est confrontée à un fort mouvement de sécularisation qui remet en cause la place de l'Église et de ses valeurs traditionnelles. Ainsi, en 10 ans, l'Europe a perdu 27 000 prêtres et 6 000 séminaristes.
En parallèle, l'Église catholique doit faire face à la montée de mouvements fondamentalistes religieux, notamment islamiques. Enfin, autre défi, la concurrence de plus en plus forte des églises évangéliques. Des églises issues indirectement de la réforme protestante qui ont une autre interprétation de la Bible et de la pratique religieuse. Ces églises essaiment partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud. Au Brésil, premier pays catholique en nombre de fidèles, les catholiques ne représentent déjà plus que 50% de la population contre 31% pour les évangéliques. Voilà pour ce tour d'horizon du monde catholique, aujourd'hui en pleine évolution, on l'aura compris, avec à sa tête un pape qui fait lui aussi bouger les lignes en s'appuyant sur un puissant appareil diplomatique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le Vatican a des relations officielles avec 184 États. Il dispose de 120 ambassadeurs, des nonces apostoliques. Outre la protection des intérêts de l'Église catholique, ses émissaires très discrets cherchent à établir des relations avec tous les États, peu importe leur régime politique. Ainsi, seuls 13 pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec le Vatican, dont l'Arabie saoudite, l'Afghanistan ou la Chine. Le Saint-Siège est également représenté auprès d'institutions internationales telles l'ONU ou le Haut Commissariat aux réfugiés. L'Église romaine peut aussi compter sur quelques 5300 évêques, 400 000 prêtres, d'organisations catholiques et d'ordres religieux pour l'informer des mutations en cours, ce qui fait du Vatican l'un des endroits les mieux renseignés au monde. Dépourvu d'intérêts politiques ou militaires classiquement attribués aux chefs d'État, le pape, apôtre de la paix, agit traditionnellement comme médiateur pour régler des différends entre États. Alors arrêtons-nous maintenant sur quelques exemples. À la fin du XVe siècle, c'est sous la surveillance du pape Alexandre VI que les royaumes espagnols et portugais se sont partagés les zones d'influence dans le Nouveau Monde, dessinant ainsi la géographie de leur future conquête. À l'est de cette ligne de démarcation, tout revient au Portugal, à l'ouest, à l'Espagne. Autre exemple de médiation papale au XXe siècle, cette fois, en 1979, l'intervention de Jean-Paul II qui a permis de délimiter la frontière maritime entre le Chili et l'Argentine dans le canal Beagle et d'empêcher le recours aux armes entre les deux États catholiques. 2014, c'est cette fois le pape François qui a joué un rôle primordial dans le rapprochement historique entre Cuba et les États-Unis. En 2015, c'est en Colombie que l'implication de l'Église locale, épaulée par Rome, a contribué à faire aboutir le long processus de paix entre les FARC et le gouvernement colombien. Artisans de la paix, Jean-Paul II et le pape François sont deux souverains pontifes dont la personnalité, l'activisme et la vision du monde ont marqué la diplomatie vaticane, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Entre 1979 et 2005, Jean-Paul II a effectué pas moins de 130 voyages sur les 5 continents. Fin communicant, son pontificat a été marqué par sa croisade idéologique contre le communisme. En 1979, son voyage dans son pays natal, la Pologne, devant une foule immense, puis son soutien au syndicat Solidarnosc ont contribué à ébranler le bloc soviétique. Le pape François, lui, incarne aussi une image très politique du Vatican sur la scène internationale. Ainsi, depuis son élection en 2013, il a effectué pas moins de 45 voyages apostoliques. En septembre 2024, il a notamment entrepris le plus long périple de son pontificat en Asie du Sud-Est. Appelant à une église pauvre pour les pauvres, axée sur les pays périphériques comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou le Timor oriental, François se pose comme le prélat du Sud global. Ce concept en vogue dans les pays autrefois dits du tiers-monde, qui refusent de s'aligner sur les grandes puissances du XXe siècle. Dans cette volonté de décentrer l'Église romaine de l'Europe, ces prises de position vont parfois à l'encontre de la diplomatie européenne. Exemple, l'invasion russe de l'Ukraine. Il a été reproché à François d'avoir tardé à dénoncer l'agresseur russe et d'avoir critiqué trop ouvertement le rôle de l'OTAN. 2018, autre singularité diplomatique du pape François, il entreprend de tendre la main à la Chine et de parrainer la signature d'un accord entre le Saint-Siège et le Parti communiste afin de nommer ensemble les évêques chinois. Un pari risqué, alors que l'Église catholique et ses quelques 14 millions de fidèles en Chine restent persécutés dans l'Empire du Milieu.
Promoteur du dialogue interreligieux, la priorité du pape François, c'est aussi la défense des chrétiens d'Orient. Une cause qu'il a amenée plusieurs fois dans des pays musulmans, en 2019 aux Émirats arabes unis ou en 2021 en Irak, pays où il ne resterait plus que 400 000 chrétiens, soit 1% de la population irakienne. Ils étaient encore 1 300 000 en 2003. Et on termine avec cette image de la cathédrale Santa Maria Assunta à Ajaccio, en Corse, dont les cloches ont sonné le 23 novembre 2024, lorsque le Vatican a annoncé la visite du pape sur l'île de Beauté pour décembre 2024. François aurait pu choisir d'aller dans la capitale, à Notre-Dame de Paris, mais il a choisi la Méditerranée, confirmant son goût pour les périphéries plutôt que pour les grandes capitales puissantes, son amour de la Méditerranée, lui qui est aussi un fervent défenseur de l'environnement, le rappel de son message en faveur des migrants, dont la mer est souvent le cimetière, et en faveur de la paix, de part et d'autre de la Méditerranée, espace de tension géopolitique. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission. Le géographe Franck Tétart publie chez Autrement cet atlas des religions, passions identitaires et tensions géopolitiques. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux, vous y retrouverez toutes nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter.